Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Nous allons essayer de prendre un peu de distance par rapport à ce virus qui affole la planète, gardant à l'esprit que les accidents de la route en Chine ou n'importe quelle vague de grippe ordinaire se révèlent bien plus meurtrières. Alors où en est-on aujourd'hui dans la propagation de cette épidémie? Les chiffres sont-ils corrects? Faut-il craindre l'émergence d'autres foyers à l'étranger? Le président Xi Jinping fragilisé, le Parti communiste chinois mis à l'épreuve, la contestation gronde. Nous ferons le point avec notre correspondant à Shanghai. Les experts jugent que de futures graves épidémies sont inévitables. À quel point notre planète est-elle vulnérable? Sommes-nous condamnés à affronter des virus de plus en plus virulents? Nous ferons aussi un peu d'histoire. Depuis la grippe espagnole et ses 100 millions de victimes, bien d'autres virus sont venus perturber l'ordre du monde. Cela fait un mois maintenant que la Chine fonctionne en état de guerre sanitaire. Des hôpitaux surchargés, des habitants calfeutrés chez eux. On n'avait jamais vu cela. Toute une région avec plus de 55 millions d'habitants placés en quarantaine. Un nouvel an chinois amputé de ses festivités. Des étrangers rapatriés, usines fermées, commerces sinistrés. L'économie de tout un pays mise en veilleuse. Au moment d'enregistrer cette émission, mercredi 12 février, on dénombre 45 000 cas de maladie et le nombre de décès en Chine s'élève à 1113. Ce coronavirus, qui a surgi début décembre dans la province de Hubei, a été qualifié de diable par le président chinois Xi Jinping. Mais ce virus est-il vraiment le diable? Que sait-on aujourd'hui de sa dangerosité? Est-il vrai que des épidémies de ce genre se déclencheront de plus en plus fréquemment? Et si c'est avéré, pourquoi? Est-ce une question de concentration, de population, de mode de vie ou de performance des systèmes de soins? Le docteur Sylvie Briand, en charge des situations d'urgence à l'Organisation mondiale de la santé, est notre invitée. Elle va vous répondre juste après ce rappel en cartes et en images. C'est d'ici que tout serait parti début décembre sur ce grand marché de Wuhan, 11 millions d'habitants, 6e ville, la plus peuplée de Chine. On pouvait acheter toutes sortes de viandes, même du rat, du renard et du serpent. Une chauve-souris pourrait avoir transmis le virus à l'une de ces viandes. Le 16 décembre, les tout premiers malades étaient hospitalisés à Wuhan. Le 31, les autorités chinoises informent l'OMS de l'émergence d'un curieux virus dans la province de Hubei. Le coronavirus sera scientifiquement identifié le 9 janvier. Puis le 11, premier décès d'un malade à Wuhan. 2 jours plus tard, premier cas de maladie diagnostiqué à l'étranger, en Thaïlande. Et puis des cas apparaissent aux États-Unis, en Australie, en Europe. Peu à peu, toutes les provinces de Chine sont touchées. 23 janvier, les contrôles se généralisent. La ville de Wuhan et les grandes agglomérations alentours sont placées en quarantaine. Au total, 56 millions d'habitants, du jamais vu dans l'histoire. Pas d'avion, pas de train, pas de bus au départ de la zone. À Genève, le board et les experts de l'OMS déclarent un niveau d'urgence très élevé pour la Chine, mais pas pour le reste du monde. À ce moment-là, on dénombrait 18 décès en Chine et quelques 800 malades recensés. Pas de quoi encore provoquer un branle-bas de combat planétaire, mais tout va s'accélérer. Le 25 janvier, en plein nouvel an chinois, réunion du pouvoir central à Pékin. Le plus grand pays du monde se met en état de guerre sanitaire. L'armée est mobilisée et c'est le Premier ministre Li Keqiang en personne qui est désigné pour conduire la bataille contre le virus. À Wuhan, la construction de 2 hôpitaux pour accueillir chacun plus de 1000 malades se poursuit nuit et jour. Tout le système de santé est soumis à une énorme pression, mais il n'a pas craqué. Jeudi 30 janvier, l'OMS à Genève se résout à déclarer l'urgence internationale. Des cas de maladie sont alors diagnostiqués
dans 22 pays. Ce qui se passe en Chine depuis un mois est proprement inouï. Tout un pays sur le qui-vive, au ralenti. Des milliers d'usines ont été fermées, les trains à l'arrêt, les marchés vides, et les Chinois restent confinés chez eux, même très éloignés du foyer de l'épidémie. De grandes marques internationales ont fermé leurs magasins. Les unes après les autres, les compagnies aériennes ont suspendu leurs vols à destination de tous les aéroports. Il est trop tôt pour évaluer l'ampleur du choc, mais l'épidémie frappe une économie affaiblie déjà par la guerre commerciale avec les États-Unis. Plus il faudra du temps pour vaincre ce satané virus, plus ce sera dur. La Chine pèse aujourd'hui 18% du PIB mondial. Elle ne pesait que 8% lors de la première grande épidémie de coronavirus en 2003. Bonjour madame. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Géopolitis. Vous dirigez à l'Organisation mondiale de la santé le département épidémie et pandémie. Il y a eu hier ce communiqué de l'OMS. Cette épidémie représente une grave menace pour la planète. Est-ce que vraiment la planète est en danger ? Notre directeur général, effectivement, a lancé cette alerte pour rappeler aux gens que même si l'épidémie, on a mis en place toutes les mesures pour tenter de la contrôler, il y a toujours un risque, effectivement, que le coronavirus puisse aller dans d'autres pays et faire plus de victimes. Donc c'était pour dire qu'on avait une chance de le stopper maintenant et qu'il fallait vraiment pas baisser les bras en ce moment. Mais est-ce qu'il y a le risque vraiment que d'autres foyers importants éclatent dans d'autres pays hors de Chine ? C'est un risque, effectivement, parce que comme les gens bougent, les virus bougent aussi. Et donc, on a déjà vu l'exportation de quelques cas dans 24 pays actuellement. Il y a d'autres pays qui pourraient être aussi touchés. Et il est très important que ces pays puissent stopper l'avancée du virus au sein de leur population. Mais à regarder les chiffres en Chine de ces derniers jours, on a le sentiment que la progression de l'épidémie ralentit, un peu en tout cas. La progression semble ralentir, et spécialement dans l'épicentre à Wuhan. Et c'est une bonne nouvelle puisqu'il y a des mesures vraiment très drastiques qui ont été mises en place par les autorités chinoises. Donc on est content si ces mesures fonctionnent. Et effectivement, dans les autres villes de Chine, on a l'impression qu'il y a une tendance à la décroissance. Ceci dit, le virus est toujours là. On n'en a pas fini. Et donc il ne faut pas baisser les bras. Il faut vraiment continuer à maintenir la vigilance. Est-ce qu'on peut prévoir aujourd'hui, avec ce qu'on sait, le pic de cette épidémie? Quand c'est que ça arrivera? Alors c'est très difficile parce que les mesures sont mises en place, donc on espère évidemment que ça va être rapide, mais il y a toujours possibilité justement qu'il y ait un peu des étincelles et qu'il y ait des nouveaux foyers qui démarrent ailleurs. Mais de toute façon, avant de juguler cette épidémie totalement, c'est une question de semaines, voire même de mois, hein, ça va durer. Oui, tout à fait, parce qu'on a encore pas mal de cas et surtout beaucoup de foyers. Outre les 24 pays, il y a aussi toutes les autres provinces chinoises qui ont aussi des cas, donc ça va mettre un petit peu de temps à éteindre tous ces feux. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la dangerosité de ce virus par rapport à d'autres épidémies précédentes, par exemple? Alors, on sait déjà que c'est un virus assez transmissible puisque c'est un virus à transmission respiratoire, donc c'est déjà plus transmissible que d'autres types de virus. Et en termes de sévérité, pour l'instant, on a vu que les taux de mortalité liés à ce virus étaient autour de 1-2%. En comparaison du SRAS dans les années 2002-2003, par exemple, c'est important, c'est grave ou ça va? Pour l'instant, c'est moins que le SRAS, ouais. Mais le virus est plus transmissible. Donc, il y aura plus de gens qui seront touchés. Et donc, en nombre absolu, on pourra avoir aussi plus de morts. Est-ce qu'on sait aujourd'hui si on peut transmettre ce virus sans en avoir les symptômes? Alors, il y a des différentes anecdotes, je dirais, qui rapportent des cas de transmission avant que les gens aient vraiment des symptômes. En fait, quand on revient sur l'histoire, on s'aperçoit qu'ils avaient déjà quand même quelques symptômes, mais vraiment à minima. Donc c'est une question, effectivement, que les scientifiques explorent pour essayer de adapter au mieux les mesures qui concernent la transmission du virus. Alors, il y a eu tout récemment ici, tout près de Genève, dans un chalet de vacances, 6 personnes contaminées par un vacancier qui revenait de Singapour. Est-ce que ce genre de situation vous inquiète?
Alors, ce sont effectivement des groupes de cas que l'on observe avec particulière attention parce que ça nous en dit beaucoup sur la transmission de la maladie et sur comment on va pouvoir aussi gérer l'épidémie. Parce que le transmetteur n'avait pas été en Chine, hein, c'est ça? Il n'avait pas été en Chine, il avait été à Singapour, mais on savait qu'à Singapour, il y avait des chaînes de transmission. Donc, pour l'instant, on sait qu'on peut tracer, en fait, tous les cas à l'extérieur de Chine peuvent être tracés. On arrive à remonter les chaînes de transmission. Donc, pour l'instant, c'est plutôt des sujets d'études qui nous permettent justement de mieux comprendre comment ce virus se comporte et ça va nous permettre d'adapter les mesures dans les jours à venir. Alors, on assiste depuis un mois maintenant à un déluge d'informations sur toutes les chaînes, tous les médias. Vous appelez ça d'ailleurs à l'OMS l'infodémie. Est-ce que ce tsunami vous sert ou vous dessert, à vous les experts des épidémies? On a vu effectivement avec les nouvelles technologies, les médias sociaux, beaucoup plus d'informations. Donc dans un sens, ça nous sert parce que ça permet de diffuser l'information beaucoup plus vite à beaucoup plus de gens. Dans un autre, mais autrement, ça nous dessert parce que avec toute épidémie, on a toujours vu une épidémie de rumeurs. Et certaines rumeurs peuvent être délétères pour la riposte. Mais c'est très anxiogène aussi, non? Cette avalanche d'informations. Oui, c'est pour ça que ça nous demande de mettre en place des mesures spécifiques pour lutter contre cette infodémie, ou la manager, nous c'est ce qu'on dit, on la gère en fait, plutôt que... On ne peut pas l'empêcher, mais on peut aussi faire en sorte qu'elle nous serve plus qu'elle nous desserve. On a le sentiment quand même que dans cette période critique, les États, c'est un peu chacun pour soi. L'OMS, vous pouvez recommander, mais vous ne pouvez rien imposer. C'est sûr que l'OMS, en fait, a un rôle plutôt de coordinateur dans toute cette épidémie. Cependant, les États membres, enfin tous les États du monde, avaient signé en 2005 un accord qui s'appelle le Règlement sanitaire international, justement qui donne un cadre pour cette collaboration internationale. Donc, on essaye justement d'utiliser ce cadre au mieux et de voir dans quelle mesure il peut nous permettre de gérer un peu ce début d'épidémie qui parfois paraît un peu chaotique, surtout de l'extérieur. Mais vous ne pouvez rien imposer à un État en particulier. Non, et en fait c'est chaque État qui doit comprendre quel est son rôle dans cette nouvelle donne mondiale sur les épidémies et que chacun accepte aussi de faire les efforts qui vont servir aux autres. C'est pour ça que notre directeur général recommande toujours la solidarité, travailler à l'unisson et exhorter les gens en fait à se coordonner le plus possible. Alors, quoi qu'il en soit, l'économie chinoise est durement touchée. Les activités reprennent au ralenti après les congés des vacances du Nouvel An qui ont été prolongés d'ailleurs. On fait le point à Shanghai avec notre correspondant Michael Pecker. On se retrouve juste après. Alors Shanghai se situe à 800 km de l'épicentre du virus de la province du Hubei, mais ici aussi, les cas d'infection sont nombreux et ne cessent d'augmenter. Les autorités sont donc extrêmement vigilantes, d'autant plus que toutes les provinces alentours, toutes les villes alentours, elles, sont vraiment très très fortement touchées. Alors à Shanghai, on a mis en place toute une série de mesures. Il y a des contrôles de température absolument partout, à l'entrée de tous les bâtiments, y compris les bâtiments locatifs. Les gens sont invités à rester à la maison, à travailler depuis leur domicile si c'est possible. Et tout ça, évidemment, ça a un impact sur l'économie de la ville, mais aussi l'économie du pays. Les gens sont très inquiets. Sont inquiets parce que les petites et moyennes entreprises risquent vraiment aujourd'hui de faire faillite à court terme si les choses ne se débloquent pas très rapidement. Selon les dernières projections, eh bien, cette crise pourrait coûter entre 1% et 3% de croissance au PIB du pays l'an prochain. Alors maintenant, la priorité absolue pour la Chine, c'est de reprendre le contrôle et de stopper la propagation de ce virus. Parce que d'une part, c'est un enjeu certes de santé publique, mais d'autre part, c'est un enjeu d'image. Un enjeu d'image pour le pays, pour le pouvoir, à l'international. La Chine veut montrer que c'est un grand pays, ce n'est plus un pays en voie de développement, elle est capable de gérer une telle crise. Et puis, c'est un enjeu sur le plan domestique aussi pour le Parti communiste, qui doit montrer au peuple qu'il est capable d'assurer sa sécurité et son bien-être.
Ça, c'est une très grande question, un très grand défi dans le pays à l'heure actuelle parce que les autorités centrales de la province du Hubei sont sous le feu des critiques, accusées d'avoir totalement ignoré, balayé sous le tapis, minimisé l'ampleur de ce virus au début de l'épidémie, d'avoir perdu un temps précieux dans la lutte contre le virus et surtout d'avoir fait taire les nombreux lanceurs d'alerte qui tentaient d'alerter le pouvoir à l'époque. Les gens sont excédés, sont fâchés parce qu'ils voient aujourd'hui la censure et le manque, l'absence de liberté d'expression dans le pays comme une des causes de cette épidémie et de la gravité de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la Chine. Et le Parti communiste et Xi Jinping se retrouvent sous pression, une pression peut-être qui est la plus forte depuis 1989 et les manifestations de Tiananmen. Docteur Briand, est-ce que vous-même vous êtes étonné que cette épidémie paralyse à tel point la deuxième économie du monde ? Pas tellement, parce qu'en fait, on sait que l'économie, c'est des échanges. Et ce qui favorise la transmission des virus, c'est les échanges et les mouvements de personnes. Donc, effectivement, si on veut stopper l'épidémie, eh ben, il faut à un moment donné aussi ralentir les mouvements. Et ce qu'on essaye de faire, justement, c'est de trouver le bon équilibre en ralentissant la progression du virus sans pour autant paralyser les économies. Est-ce que la Chine a pris les bonnes mesures ? La Chine a pris des mesures drastiques qui étaient nécessaires au début de cette épidémie parce qu'on ne connaissait pas ce virus et on voyait juste qu'il était en train de se transmettre extrêmement rapidement avec un potentiel de mortalité qui était totalement inconnu au début. Donc je pense que c'était important de prendre les bonnes mesures dès le début. Mais confiner plus de 50 millions de personnes, c'est quelque chose d'inimaginable hors de Chine, dans un pays qui ne serait pas autoritaire. On pourrait imaginer confiner 50 millions de personnes en France ou en Europe ? C'est inimaginable et ça a été fait. Ouais. Et surtout, ça demande un énorme courage de la part des autorités chinoises, mais aussi de la population qui s'est soumise à cette quarantaine avec beaucoup de conscience civile, je dirais, pour essayer de contribuer à stopper ce virus. Donc on doit tout être reconnaissant pour tout ce que ces millions de Chinois ont fait pour nous. Donc c'était juste de le faire ? On saura a posteriori quand on aura réussi à stopper cette épidémie, mais je pense qu'en tous les cas, ça l'a ralenti et les études montrent qu'effectivement, on a gagné quelques jours. Et quelques jours dans ces épidémies, c'est très important. Est-ce qu'on en serait là aujourd'hui si le médecin chinois qui avait donné l'alerte, qui est mort aujourd'hui, n'avait pas été réduit au silence ? Alors, à la mi-décembre déjà. Donc, je ne me prononcerai pas sur la façon dont on l'a laissé ou pas parler, mais je crois que de toute façon, ce qui est clair dans toutes ces épidémies, c'est que les médecins, les infirmières sont au front et de toute façon, c'est toujours eux qui vont, d'une part, avoir les premiers signaux de gravité et aussi les premiers, malheureusement, à périr dans ce genre de guerre. C'est assez héroïque, cette guerre que mène la Chine contre ce virus, notamment dans le système médical, les infirmiers, le personnel soignant. C'est assez héroïque. Tout à fait. Moi, je suis toujours extrêmement admirative de mes collègues médecins ou infirmières parce que je sais qu'ils prennent énormes risques et que c'est pour sauver des vies. Et on est rarement reconnaissant, mais c'est à eux qu'on doit dire merci si on est toujours en vie. Alors l'OMS, dans un premier temps, c'était le 23 janvier, je crois, n'a pas décrété un état d'urgence international, mais un état d'urgence seulement pour la Chine. Pourquoi cette décision ? On a pu lire que les autorités chinoises avaient fait pression sur vous, sur l'OMS, pour ne pas déclarer cet état d'urgence international. Alors, avant le 23 janvier, date où Wuhan a été mise en quarantaine, en fait, les informations qu'on avait en Chine, on avait des informations, mais à l'extérieur de la Chine, il y avait très peu de pays touchés. Il y avait 7 pays, je crois, qui avaient eu des cas très sporadiques. Donc, le comité d'urgence était très divisé sur l'interprétation de ces chiffres et l'interprétation de la situation. Et donc, dans le doute, parce qu'on anticipait qu'effectivement, certaines décisions pouvaient avoir un impact énorme sur l'économie, les transports, le tourisme, les voyages, il fallait prendre des décisions, mais en prenant en compte d'autres arguments qui n'étaient pas seulement les arguments de santé, qui, les premiers chiffres, en fait, n'étaient pas très alarmants. Et c'est là-dessus, on était à 800 cas à l'époque, je crois. Voilà, et c'est là-dessus, en fait, que s'est fait la décision au début. Évidemment, une semaine après, les choses avaient beaucoup changé, donc la décision a été différente. Alors la première délégation de l'OMS est arrivée en Chine au début de cette semaine. Ça fait un mois, je crois, que vous aviez proposé aux autorités chinoises d'envoyer cette délégation d'experts. Pourquoi un si long délai ?
Alors d'abord parce qu'il fallait que les Chinois aient le temps de recevoir cette délégation. Comme vous pouvez l'imaginer, ils sont extrêmement occupés à essayer juste de gérer les milliers de cas qu'ils ont, ils ont plus de 200 000 contacts à suivre quotidiennement. Et ensuite, on voulait vraiment que cette mission soit une mission d'échange de savoir. Donc il faut que les scientifiques, les médecins, les officiels soient disponibles et puissent recevoir les gens pour qu'il y ait ces échanges. Donc la mission est en train d'être préparée. Mais d'un autre côté, est-ce que la Chine ne voulait pas démontrer au monde qu'elle était capable de gérer cette crise seule? Comme l'a dit notre correspondant tout à l'heure. En fait, les interprétations sur les délais, mais peut-être... C'est long, un mois avant de recevoir la première délégation, non? Un mois, ça peut paraître long, mais quand on travaille 24 heures sur 24, les jours s'enchaînent tellement vite que, en fait, je pense que les gens essayent de se préparer et même les données, c'est souvent difficile d'avoir des bonnes données de qualité. On est obligé de les nettoyer, de les vérifier, et ce sont des processus qui sont inconnus du public, mais qui prennent beaucoup de temps. Alors, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il faut s'attendre dans le futur à ce genre d'épidémie, à ce qu'elle soit plus fréquente? Si oui, pourquoi? Et puis, est-ce que les États, les systèmes de santé sont prêts à affronter d'autres virus peut-être encore plus violents, encore plus mortels? Je pense qu'il faut s'attendre effectivement à une accélération aussi de ces phénomènes épidémiques parce qu'on le voit depuis le début de ce siècle, on a eu pas mal d'alertes entre la grippe pandémique, Zika, Ebola et bien d'autres fléaux. Et simplement parce que les gens voyagent beaucoup plus, donc les virus voyagent beaucoup plus. Et nous sommes aussi dans des modes de vie très urbains où il y a une forte concentration humaine. Et donc la concentration humaine favorise aussi les échanges de virus. Donc est-ce que les États, les systèmes de santé sont prêts à affronter ce genre de crise? Pas tout à fait. En fait, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la plupart des systèmes de santé dans le monde pour les renforcer, à être prêts à gérer des maladies chroniques. On a de plus en plus aussi des cancers, etc. Mais aussi des phénomènes épidémiques qui avaient disparu en fait après les années 60 quasiment, mais qui reviennent et pour lesquels il faut qu'on redéfinisse nos systèmes de santé pour pouvoir faire face. Dans les pays pauvres, c'est plus difficile. Les systèmes sont déjà à flux tendu. Donc, leur demander un effort supplémentaire quand il y a une épidémie, c'est beaucoup plus difficile. Donc, effectivement, même les nouvelles technologies, les nouvelles thérapeutiques vont avoir du mal à être accessibles à tous les habitants de la planète ensemble. Merci, Dr Sylvie Briand. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitis. Merci bien. Ce coronavirus chinois qui fait frémir la planète est la dernière grosse épidémie en cours. Mais de nouveaux virus apparaissent constamment sur notre planète. Ebola, le sida, la grippe espagnole ont fait des millions de morts dans le monde. Elsa Anguinolfi remet tout cela en perspective. C'est notre rubrique « Mais encore ». 1918. Sur les décombres de la Première Guerre mondiale, surgit un nouveau fléau, la grippe espagnole. Appelée la Grande Tueuse, elle a fait 50 à 100 millions de morts, plus que les soldats tombés au front. C'est la pire épidémie de l'histoire moderne, mais le monde a connu bien d'autres flambées virales. Au cours des 10 dernières années, l'OMS a suivi près de 1500 foyers épidémiques, de la très commune grippe saisonnière qui tue moins d'un malade sur 1000, respirez la bouche ouverte, au plus mortel, comme le virus Ebola. Identifié en 1976 en République démocratique du Congo, le virus Ebola est fatal pour la moitié des personnes infectées, et jusqu'à 90% dans certains cas. En Afrique de l'Ouest, entre 2014 et 2016, il a emporté 11 300 personnes. Aujourd'hui, le virus n'a toujours pas été éradiqué. En RDC encore, depuis 2018, une nouvelle flambée a déjà fait 2200 morts. Moins dangereuse mais beaucoup plus étendue, la première pandémie du XXIe siècle est due à un virus complexe qui mêle grippe porcine et aviaire. Parti du Mexique en 2009, il s'étend rapidement à l'ensemble de la planète, entraînant un vent de panique et des campagnes massives de vaccination. Cette grippe, de type A-H1N1, aurait fait entre 100 000 et 400 000 victimes. En comparaison, les coronavirus ont été bien moins meurtriers pour le moment. L'épidémie de SRAS pour syndrome respiratoire aigu sévère éclate en 2003 et tue 770 personnes,
principalement en Chine continentale, à Hong Kong, à Taïwan et Singapour. Mais une trentaine de pays seront au final touchés. Découvert en 2012, le coronavirus du Moyen-Orient, appelé MERS, a lui fait 860 morts. Dans la péninsule arabique, mais aussi en Corée du Sud, où le virus a été importé par un homme d'affaires qui revenait d'Arabie Saoudite. Aucune commune mesure avec le sida, qui tue encore 800 000 personnes par an, 32 millions depuis son apparition en 1981. Quelques pistes encore pour prolonger chez vous cette émission. Tout d'abord, les informations de première main à découvrir sur le site de l'OMS en français et en anglais. Par exemple, ce lien, se préparer aux grandes épidémies. Nous avons revu aussi ce documentaire toujours disponible sur la chaîne Arte, Épidémie, la menace invisible, qui nous rappelle que depuis 50 ou 60 ans, 350 nouvelles maladies infectieuses sont apparues ou même réapparues. C'était le cas de l'Ebola en Afrique en 2013-2014. Extrait. Des virus mystérieux qui émergent du monde animal et que de simples mutations peuvent transformer en bombes sanitaires, de l'ampleur de la grippe espagnole de 1918 ou du sida qui tue depuis 30 ans. D'où proviennent ces virus? Pourquoi émergent-ils soudainement? Que peut-on faire pour s'en protéger? À cette époque, justement, en automne 2014, notre collègue journaliste Bernard Genier était parti sur le terrain, au Libéria, au plus fort de la crise, qui décimait la moitié ou même plus de la moitié des malades contaminés. Un bref extrait de ce reportage dans un quartier de la capitale, Monrovia. Depuis quelques mois, la même scène se répète plusieurs dizaines de fois par jour à Monrovia. Quelqu'un est mort d'Ebola dans cette maison. Une équipe de la Croix-Rouge se prépare à évacuer son corps. Des volontaires désormais bien rodés à ce type d'opération. Beaucoup d'entre eux sont morts au début de l'épidémie, contaminés par une erreur de manipulation. Aujourd'hui, chaque étape du traitement d'un cadavre est soigneusement codifiée. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une émission intitulée « Maître Poutine, ses succès sur le plan international, ses ambitions pour l'avenir, quel tour de magie pourrait-il inventer pour rester au pouvoir après 2024 ?» Merci de votre fidélité sur la RTS et un salut tout spécial à vous qui nous suivez à Dakar ou à Montréal grâce à TV5 Monde. À bientôt.